Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui traite la première partie du chapitre 3 sur les mouvements de masse. Corre, corre! Mató. Madonna Santissima! That is the craziest thing I have ever seen in my life. Ужас! Офигеть! Түсірдім! Les mouvements de terrain en masse. Les mouvements de terrain en masse sont des phénomènes géomorphologiques qui correspondent à des déplacements lents ou rapides de volumes plus ou moins considérables de matériaux qui mettent en cause la gravité terrestre avec parfois l'eau. Ces processus correspondent à des formes géomorphologiques très diverses et très complexes, résultant de la diversité des mécanismes initiateurs, de la solifluxion, de la dissolution, de la déformation, de la plasticité, de la liquidité, de la rupture sous charge statique ou dynamique. Les sinistres liés au mouvement de terrain sont devenus de plus en plus fréquents, car aux causes naturelles comme l'agressivité climatique, le contexte géologique et géomorphologique s'ajoutent des causes humaines, comme l'extension de l'urbanisation et des infrastructures dans des sites exposés à ce phénomène environnemental. Les critères de classification des mouvements de terrain en masse. La variété et la complexité des mouvements de terrain en masse a rendu leur classification difficile. Les classifications de ces mouvements se basent sur un certain nombre de critères. Les facteurs de terrain. Alors, le facteur de terrain, il comporte au moins 5 critères.
Le premier critère de terrain correspond aux caractéristiques des matériaux déplacés, selon qu'il s'agisse de matériaux meubles, comme les sols, les altérites, les dépôts superficiels, qu'ils soient fins ou grossiers, les dépôts colluviaux ou alluviaux, les remblais, les déblais. Ce sont des matériaux meubles. Et les roches massives cohérentes. Alors, les classifications qui se basent sur ce critère mettent en cause les caractéristiques favorisant la rupture et le déplacement, comme la fracturation, la fissuration, les tailles des éléments, la forme des constituants, le mode d'assemblage, la cimentation, le pondage, car ces caractéristiques ont un rôle essentiel sur le degré de cohésion entre les éléments et sur le mode d'infiltration de l'eau entre ces éléments. Les caractéristiques géotechniques. Pour les matériaux meubles, certaines classifications se basent sur les caractéristiques mécaniques des matériaux, notamment le degré de cohésion, l'angle de frottement interne et le poids volumique humide, ainsi que les limites de liquidité et de plasticité si la composante argileuse est dominante. Pour les roches massives, c'est surtout les caractéristiques de fracturation liées aux discontinuités structurales ou à l'intensité et l'orientation des fractures. Troisième critère de terrain, c'est les conditions du versant. L'inclinaison de la pente, le type de roche ou de sol, la végétation et le climat sont des conditions qui prédisposent le versant à subir des mouvements de masse. La classification dans ce cas est celle des versants en fonction de leur susceptibilité à subir différents types de mouvements de masse. Le quatrième critère est la morphologie de la masse déplacée. C'est une classification basée sur la forme des mouvements de masse, la taille, la profondeur, la largeur, la longueur. Cinquième critère, c'est la localisation géographique. La classification est basée sur la situation géographique de ces mouvements de masse, en montagne, sur des collines, sur la côte. Alors, deuxième critère, c'est le type de processus. Il s'agit d'une classification basée sur une distinction descriptive entre les divers processus responsables des mouvements de terrain, des chutes de pierres, de blocs, les basculements, les éboulements, les écroulements, les avalanches de débris, les effondrements, les affaissements, les glissements de terrain, la solifluxion, la coulée de boue et ainsi de suite. Troisième critère, c'est la vitesse de déplacement. La vitesse des mouvements de terrain est difficile à apprécier quand il s'agit d'étudier un mouvement de terrain après son occurrence. C'est pourquoi il n'est pas un critère de classification des plus utilisés. Certains types de déplacements donnent une idée sur les ordres de grandeur des vitesses atteints. Un écroulement de bloc, par exemple, en chute libre est estimé en centaines de kilomètres à l'heure, alors que les glissements et les coulées s'effectuent à des vitesses très variables. Quatrième critère, c'est l'agent du déplacement. L'eau, combinée avec la gravité, est le principal agent des mouvements de terrain en masse. Il joue un rôle primordial dans le déclenchement de beaucoup de mouvements de terrain, soit en tant que précurseur, la remontée des nappes peut augmenter la pression interstitielle et déstabiliser le versant, ou bien qu'en tant qu'agent de transport, lorsque les argiles atteignent leurs limites de plasticité et de liquidité, ils donnent naissance à un glissement ou à une coulée. L'air comprimé entre les matériaux peut aussi perturber un versant et favoriser des déplacements en masse. Il peut aussi former un coussin sous la masse rocheuse en déplacement. Cinquième critère, c'est les causes du déclenchement du mouvement de masse. Le passage de l'état de stabilité à l'état d'instabilité relève de nombreuses causes. Les unes sont externes, comme le sapement de bas de versant par un cours d'eau ou par la mer, par l'ouverture d'une carrière, par les secousses d'un tremblement de terre, par la surcharge d'une construction, donc par les vibrations engendrées par les véhicules. D'autres causes sont internes, comme la perte de la cohésion entre les constituants des matériaux du versant, l'augmentation de la pression interstitielle, et ainsi de suite. Établir une classification n'est pas facile, il est souvent difficile de passer d'une classification régionale à une classification générale. La classification qu'on va voir est reprise partiellement de celle du BRGM, Bureau de recherche géologique et minière de France. Elle est basée sur les types de processus qui affectent la masse mise en mouvement. Selon cette classification, on regroupe les mouvements de terrain en masse en 4 catégories. 1. Les effondrements et les affaissements. 2. Les tassements par retrait.
3. Les chutes de pierres et de blocs, les éboulements et les écroulements. 4. Les glissements de terrain par solifluxion. Commençons par les affaissements et les effondrements. L'affaissement est une déformation souple et progressive, sans rupture de la surface du sol, se traduisant par une dépression topographique en forme de cuvette, généralement à fond plat et bords fléchis en S, pas de crevasses marquées sur les bords. L'effondrement est un phénomène qui se traduit par un abaissement à la fois violent et spontané de la surface avec des ruptures, des crevasses marquées sur les bords de la zone effondrée. Affaissement développé au-dessus de cavités souterraines. Les affaissements peuvent se produire sur des cavités souterraines. Le toit des cavités souterraines, qu'elles soient naturelles ou anthropiques, s'effondre. Toute la masse des matériaux se trouvant au-dessus du toit s'effondre. Le mouvement est alors amorti progressivement avant d'atteindre la surface. En surface, cela se matérialise par une dépression en forme de cuvette, sans rupture ni crevasse sur les bords. Cela est visible dans la topographie, loin des habitations, mais quand cela se produit sous les habitations, cela peut donner naissance à des affouillements sous les bâtiments ou à des fissures et à des destructions de maisons. Les affaissements se développent parfois sur plusieurs hectares au-dessus de vastes carrières, au-dessus des mines mal remblayées ou lorsqu'elles sont profondes, recouvertes par des formations souples. Ils provoquent peu de victimes en raison de la lenteur du mouvement. Les effondrements développés sur les cavités souterraines. Les cavités peuvent être naturelles d'origine karstique ou artificielles, comme les carrières anciennement exploitées. On distingue deux types d'effondrements selon leur dimension. Le fontis, un effondrement brutal mais localisé, généralement inférieur à 50 mètres carrés. Il se manifeste sous la forme d'un entonnoir ou d'un cratère. Il est le plus souvent provoqué par un amincissement du toit de la cavité et à partir d'un certain seuil, le toit s'effondre brutalement sous forme d'un cratère. Ce type de phénomène est associé à un risque élevé de victimes en raison de la rapidité du mouvement. L'effondrement généralisé. Il affecte plusieurs hectares et plusieurs mètres de profondeur. La zone effondrée est limitée par des fractures subverticales. Les dégâts peuvent être considérables en vie humaine et en matériel en raison de la rapidité et de l'importance du phénomène. Dans le cas des cavités des mines souterraines, l'effondrement résulte de la rupture progressive de plusieurs piliers ou des murs de la cavité. Dans le cas des cavités naturelles, cela peut être dû à l'instabilité de la voûte favorisée par la présence de failles ou de diaclases. Pour les cavités d'origine karstique, cela est lié à la dissolution progressive des carbonates au niveau des toits et ça affecte aussi les halogénures, les sels ou les gypses. La dissolution finit par atteindre la surface qui va se transformer en un puits ou un abîme où le toit de la galerie devient de plus en plus fragile jusqu'à s'effondrer brutalement. Le quatrième type d'affaissement est d'effondrement. Ce sont ceux qui sont dus à des tassements qui affectent les terrains compressibles, sous charge. Quand le terrain est constitué d'un matériau à différentes fractions granulométriques, sable argileux ou remblai déblai de tout venant, il est fréquent que le matériau, lorsqu'il est sous charge d'une construction, subit un tassement différentiel, variable dans l'espace, ce qui entraîne une inclinaison ou un basculement du bâtiment, comme c'est le cas de la tour de Pise en Italie, qui se penche sur le côté. Les constructions d'immeubles sur les déblais remblais doivent absolument respecter un tassement très uniforme pour que la charge des constructions ne provoque pas un tassement différentiel. Il doit répondre à des normes très strictes dans la répartition et le classement des dimensions des éléments du matériau.
du plus grand vers le plus petit, avec un tassement uniforme dans l'espace. Sinon, les risques d'effondrement peuvent être catastrophiques. Gitti. Sür batır. Ужас. Affaissement consécutif au pompage des nappes souterraines. Les fluides souterrains comme les eaux des nappes phréatiques, le pétrole ou les gaz remplissent les espaces intergranulaires et soutiennent les particules des sédiments. Leur disparition par pompage supprime ce support et augmente les porosités et les espaces vides interstitiels, ce qui peut provoquer la compaction des grains sur de grands espaces, ce qui se traduit en surface par des affaissements partout où il y a des compactions. Affaissement et effondrement par soutirage de matériaux fins. Les sols et les formations superficielles meubles sont généralement hétérogènes. Des éléments grossiers forment le squelette et les éléments fins remplissent des espaces entre les éléments grossiers. Dans la construction des routes, par exemple, on utilise une couche de forme avec du tout venant, constituée de matériaux de différentes fractions granulométriques. Si cette couche n'est pas bien tassée, l'infiltration et l'écoulement de l'eau en profondeur dans ces matériaux peut emporter les éléments fins et rendre fragile la structure de la formation et engendrer des effondrements, des affouillements qui peuvent être dangereux. Ce phénomène peut être naturel, mais il est souvent d'origine accidentelle, causé par une fuite dans un réseau d'eau potable, d'irrigation ou d'eau usée, ou simplement suite à de fortes pluies. Le tassement par retrait. Deuxième groupe de mouvements de masse le plus important, c'est le tassement par retrait. Le volume de matériaux argileux peut varier jusqu'à 150% suite à un changement de leur teneur en eau. Tous les matériaux contenant une proportion significative de fractions argileuses, les sols, les altérites, les colluvions, les alluvions, peuvent subir ces variations de volume. En période humide, ils gonflent, augmentent leur volume et deviennent plastiques et malléables à partir d'un certain degré d'humidité. En période de sécheresse, les sols argileux se contractent, deviennent durs et cassants. La contraction se traduit verticalement par un tassement du sol et horizontalement par l'ouverture de fissures de retrait, à l'instar de ce que l'on peut observer dans une mare qui s'assèche. Ce comportement des argiles peut provoquer des tassements différentiels. Les mouvements de terrain liés à ce phénomène de retrait-gonflement des argiles, même de faible ampleur, se traduit alors par l'apparition de fissures dans les installations humaines. Les plus fréquentes sont des murs fondus, des dalles cassées, des routes déformées, des planchers ou des parkings fissurés. Les fissures connaissent la plupart du temps des évolutions lentes, mais peuvent brusquement devenir dangereuses pour la solidité du bâtiment et surtout la sécurité de ses occupants. Des précautions particulières sont nécessaires lors de la construction d'une maison individuelle sur des sols contenant une forte proportion des argiles sujettes au retrait-gonflement. Il faut toujours creuser jusqu'au bon sol pour mettre en place les fondations. Les chutes de pierre et de blocs, les écroulements et les éboulements. Les chutes de pierre et de blocs, les éboulements et les écroulements des masses rocheuses sont des mouvements rapides, discontinus et brutaux, résultant de l'action de la pesanteur et affectant les roches rigides et subissant des diaclases et des fractures. Les chutes de pierre et de blocs, une grande masse rocheuse se détache en bloc de la falaise ou d'une formation rocheuse en surplomb. Elle se fractionne en pierres et blocs de taille plus petite au cours de sa chute. Et lors des impacts au sol, les pierres mesurant jusqu'à plusieurs mètres cubes se détachent d'une falaise et parcourent la plus grande partie de la trajectoire dans l'air, mais ils subissent aussi des rebonds et des roulements. La vitesse peut atteindre 30 mètres par seconde, environ 110 km/h.
Un éboulement est formé par un paquet de roches dévalant une montagne par roulement, effet de boule. Les volumes déplacés se situent en général entre 100 et 100 000 mètres cubes, contrairement à l'écroulement. Les interactions entre les composantes sont faibles. La vitesse de déplacement varie de 10 et 40 mètres par seconde. L'image prise sur la route entre Ktama et Chefchaouen montre un éboulement d'une quantité importante de blocs et de pierres qui s'est produit en 1963. Les blocs de plusieurs mètres cubes témoignent de l'importance et de la brutalité de cet éboulement. Au contact de la base de la falaise, le paquet de roches se fragmente en plusieurs morceaux qui dévalent la pente en roulant vers l'aval. Les écroulements. Un écroulement consiste dans l'effondrement simultané de très gros volumes de roches, d'1 à plusieurs millions de mètres cubes, atteignant des vitesses supérieures à 40 mètres par seconde, 145 km/h. Ça y est. Les fortes interactions entre les composantes peuvent transformer le matériau en une fine poudre de roche, voire même l'amener à la fusion. La portée d'un écroulement peut atteindre plusieurs kilomètres, même avec une faible pente. Ces mouvements sont très rares et se localisent au niveau des chaînes montagneuses élevées et de pentes longues. Les masses écroulées forment souvent des barrages dans des torrents ou bien dans les rivières. Les glissements de terrain par solifluxion. Quatrième groupe de mouvements de masse. La solifluxion désigne la transformation des propriétés mécaniques d'une roche sous l'action de l'imbibition de l'eau dans sa masse. La roche rigide ou meuble devient plastique, malléable et peut glisser en masse sous l'effet de son poids, ou même se liquéfier et devenir une coulée boueuse. La diversité des glissements de terrain par solifluxion est grande à cause de plusieurs facteurs. 1. La diversité dans la nature des matériaux glissés, fragments de roches cohérentes, de roches meubles, sols, manteaux d'altération, colluvions, etc. La forme de la surface de rupture, plane, courbe ou irrégulière. La distance parcourue par les matériaux glissés au-delà de la zone de rupture. La vitesse de déplacement. La dimension de la masse glissée. Alors, on oppose généralement les glissements qui se produisent par simple translation sur une discontinuité géologique naturelle, généralement plane depuis le versant jusqu'au bas de la pente, aux glissements qui ont une surface de rupture concave et courbe, et qui, pour une grande partie de la masse glissée, restent dans la zone de rupture du fait de la rotation. Nombreux sont les glissements qui sortent de ce schéma simpliste et se présentent avec des surfaces de rupture en partie courbes et en partie planes. Certains associent la translation avec la rotation ou juxtaposent plusieurs unités de manière complexe. De nombreux glissements se font sur des surfaces irrégulières ou des formes quelconques. Alors, premièrement, les glissements rotationnels. Ils se produisent dans les roches homogènes où les discontinuités géologiques sont absentes ou insuffisantes pour influencer notablement la forme et la position de la surface de glissement. La masse glissée dans ce cas subit une rotation sur une surface concave avec une pente forte vers le haut et aplatie vers le bas, d'où l'appellation de glissement en fauteuil ou bien en coup de cuillère. La forme des glissements rotationnels fait apparaître deux secteurs. À l'amont, la zone de rupture avec ses deux bords ou flancs et son escarpement de tête, appelé le miroir de glissement ou la niche d'arrachement. La masse glissée est inclinée vers l'avant par la rotation. Elle peut être découpée en plusieurs gradins avec des failles appelées des failles panaméennes. Les gradins ont des surfaces en contrepente et peuvent être le siège d'accumulation d'eau, formant des étangs. À l'aval,
la masse glissée déborde au-delà de l'extrémité redressée de la surface de rupture, formant un replat découpé par des crevasses allongées perpendiculairement à la pente. Elle continue plus bas en une langue qui s'étale vers l'aval et qui se termine par un bout relais et un front dont la hauteur dépend des dimensions de la masse glissée. Les glissements rotationnels sont fréquents sur les versants marneux, subissant des sapements de pieds par les cours d'eau ou par les vagues de la mer. C'est pourquoi la majorité des glissements rotationnels perdent leur terminaison aval, ce qui entretient l'instabilité du versant par appel au vide. Les glissements plans ou translationnels, ce sont des mouvements qui se produisent sur des discontinuités préexistantes. Les discontinuités qui favorisent ces déplacements sont généralement sensiblement parallèles à la surface du versant. Glissement d'un sol sur son substrat. En matière d'instabilité de terrain, ce sont les caractéristiques géotechniques qui permettent d'établir la limite d'un sol avec son substrat. Le sol est généralement plus perméable que le substrat. L'eau s'infiltre dans le matériau perméable et le sature. Il atteint le substrat plus perméable. Un plan lubrifié se forme. La pellicule d'une épaisseur moyenne qui dépend de la profondeur du manteau d'altération se désolidarise du reste du versant et glisse sous l'effet de la gravité dans le sens de la pente. Les glissements de ce genre peuvent être très lents. Cela s'observe assez généralement sur les pentes fortes grâce à la forme couchée des jeunes plantes forestières et à la forme en crosse de la base des arbres adultes. Il peut aussi s'agir d'un mouvement rapide d'une pellicule superficielle du versant qui se produit lorsque la limite de plasticité des minéraux constituant le manteau d'altération est franchie. La nature de la roche est parfois la seule condition géologique favorable. Les roches les plus favorables à ce mouvement sont les marnes, les argilettes et les schistes, qui supportent les sols minces dénudés de végétation. Et sur une pente forte, ces mouvements sont très dommageables pour les sols agricoles sur pente. Glissement des couvertures colluviales meubles. Les couvertures colluviales meubles sont de taille et de nature diverses. Selon la nature du substrat d'un versant, elles sont constituées généralement d'argile, de débris sableux, de pierrailles et de blocs. Elles ont des épaisseurs qui peuvent atteindre parfois plusieurs mètres. Les caractéristiques géotechniques de ce matériau sont très différentes du substrat qui les supporte. C'est pourquoi la rupture se produit au contact du substrat. Lors des événements pluvieux, l'imbibition en profondeur de ces matériaux désolidarise ces constituants. La surface de contact avec le substrat constitue un plan lubrifié qui favorise le détachement d'une partie de cette couverture colluviale et son écoulement sur le versant. Les glissements sur des discontinuités structurales. Dans les roches stratifiées, calcaire, grès et schiste, un plan de stratification ou de clivage en pendage fort vers l'aval de la pente ou parallèle à la pente peuvent être des plans de rupture pour des glissements de strates rocheuses. La possibilité de glissement dépend de la rugosité des plans structuraux du pendage, de la présence d'une infiltration d'eau dans le plan. Autant de facteurs qui aident à vaincre la résistance au frottement. Ce phénomène est appelé frottement banc sur banc ou encore ripage d'une masse rocheuse. La discontinuité peut correspondre à un lit ou à une couche argileuse ou marneuse qui constitue une sorte de couche savon. Les glissements-écoulements. Dans cette catégorie, on range les mouvements de matériaux dont le style initial est visqueux, qui évolue vers un mode de déplacement plus fluide. Donc cela passe d'un glissement boueux vers une coulée boueuse. Le glissement boueux. Les glissements boueux, les mudslides, sont définis comme des mouvements de masse qui affectent des matériaux argileux ou silteux très fins. Leur morphologie comporte 3 secteurs assez bien différenciés. La zone d'arrachement semblable au glissement translationnel ou complexe, l'accumulation terminale et étalée en lobes simples ou multiples digités. Chaque lobe se termine avec un front assez large. La zone intermédiaire est formée par un chenal étroit ou plusieurs par lequel transitent les matériaux de la zone d'arrachement vers les lobes terminaux. La coulée boueuse. Les coulées boueuses, mud flows, ou glissement coulé, flow slide,
est le terme utilisé pour désigner le mouvement des versants argileux dits sensibles, même de faible pente. Dans ce cas, la rupture se produit initialement à la base sous forme rotationnelle ou translationnelle. À la suite d'une sursaturation locale, le glissement se développe de manière régressive et l'argile sensible, saturée en eau de l'amont, glisse et se transforme en boue très fluide. Et on porte avec elle différents débris hétérogènes qu'elle arrache sur sa route. Les laves torrentielles. En haute montagne, les pentes sont généralement fortes et les écoulements des cours d'eau en crue sont torrentiels. Quand les cours d'eau sont alimentés par de gros blocs, l'écoulement torrentiel, aidé par la gravité, possède assez d'énergie pour les transporter. L'eau riche en argile joue un rôle de savon pour faire glisser les gros blocs. Il en résulte ce qu'on appelle des laves torrentielles qui correspondent à des coulées de blocs qui peuvent être de très grande taille empruntant le lit d'un torrent. Les matériaux grossiers existants dans le lit sont poussés au front de la lave ou repoussés sur les bords. Les blocs glissent ou s'éboulent par paquets. Les débits sont élevés et les vitesses se chiffrent en km/h. C'est un phénomène qui entre dans la catégorie des écroulements catastrophiques. Comme cette lave torrentielle survenue en 1919 dans le village d'Amdil sur le Haut Atlas. Lutte et protection contre les mouvements de terrain. Les mouvements de terrain sont très répandus au Maroc et dans de nombreux pays. Au Maroc, on peut les mettre au premier rang des risques naturels en termes de coûts économiques. Les efforts de lutte et de prévention des mouvements de terrain se basent sur des moyens scientifiques et techniques. L'approche de prédiction des mouvements de terrain en masse doit être à la fois probabiliste et exacte. Il est devenu possible de déceler et de localiser les sites où les mouvements de terrain ont le plus de chances de se produire et la probabilité d'occurrence est plus floue. Elle se base généralement sur la périodicité de certains facteurs déclenchants. Il s'agit donc de les évaluer, de les étudier, de les cartographier, de les prédire en détectant les indices précurseurs et enfin de les prévoir en appliquant des corrections ou ce qu'on appelle des parades pour maîtriser le risque et stabiliser le terrain. Et cela sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vous remercie.